Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'assister à la présentation des résultats du groupe AXA pour l'année 2019. Ils vous seront présentés par Thomas Buberl, directeur général, Étienne Bois-Laurent, directeur financier, et Jacques de Peretti, président directeur général d'AXA France. La présentation sera suivie d'une session de questions-réponses. Vous pouvez poser des questions à travers le webcast, mais la priorité sera donnée à la salle. Voilà, je laisse la parole à Thomas Buberl. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui pour présenter les résultats du groupe AXA pour l'année 2019. Comme vous vous rappelez, l'année 2018, c'était vraiment l'année qui était marquée par l'action, une année décisive. L'année 2019 était certainement la mise en route, la mise en œuvre de la stratégie et la continuation de l'ambition 2020 qui consiste et qui se repose sur deux piliers, le pilier focus, le pilier transforme. Vous avez vu que sur le pilier focus, on est arrivé à une belle croissance dans des segments ciblés, notamment la santé et la protection et les assurances en entreprise. Sur la partie de simplification, on a aussi beaucoup avancé. Vous avez vu quelques sessions, vous avez vu de simplification de l'organisation et tout ça s'est passé dans un environnement des taux bas, mais on a clairement montré que la solidité de notre bilan est là, plus 5% en termes de solvabilité 2 et en même temps une réduction de notre endettement. Sur le pilier transforme, vous avez certainement vu qu'on a progressé dans le changement de notre profil de risque avec la cession d'Equitable Holdings aux États-Unis et la transformation de nos affaires vie en Suisse et bien sûr l'intégration d'XL. On a vraiment changé notre portefeuille, notre profil de risque vers beaucoup plus de risques techniques. En plus, on a travaillé dans tous les grands marchés sur notre satisfaction de clients et je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, nous sommes à 75% des marchés qui sont à la moyenne du marché au-dessus. Ça veut dire plus 21 points, c'est vraiment très très bien et c'est aussi beaucoup lié à nos efforts dans l'innovation. Vous avez certainement vu que notre partenariat avec ING progresse, qu'on a beaucoup fait sur l'intégration verticale en Mexique, en Égypte et certainement sur toute la partie climat et l'assurance paramétrique, on a certainement bien bougé. En total, une performance qui est très solide et vous voyez encore une fois là, le chiffre d'affaires en hausse plus 5%. C'est vraiment une fierté de voir que le chiffre d'affaires bouge tellement. Le résultat opérationnel par action aussi, plus 5%. Comme j'ai dit avant, la ratio de solvabilité dans une période des taux bas, plus 5% encore une fois. Et on va proposer à nos actionnaires une hausse de dividende de 7%, qui nous amène à une dividende à 1,43 €. Si on regarde le chiffre d'affaires en détail, j'ai dit plus 5% en total, mais ce plus 5% est vraiment drivé par notre focus sur les segments cibles. Les segments cibles aujourd'hui représentent à peu près 60% de notre activité. C'est vraiment le cœur et je suis très fier de voir que l'assurance en entreprise a bougé plus 7%, la santé plus 6% et la prévoyance plus 4%. C'est vraiment des chiffres dont je suis très très fier. Tout ça s'est passé avec une amélioration de la rentabilité technique sur tous les grands domaines
de dommages, de la santé et de la prévoyance. Ce résultat opérationnel est vraiment drivé par toutes les entités. AXA est clairement très fort en France et je suis très heureux et très fier que la France a encore une fois contribué significativement à la réussite d'AXA, un résultat de plus 9%. Jacques de Peretti avec nous aujourd'hui, il va aller plus dans le détail comment il a fait avec son équipe de faire plus 9%. L'Europe, encore une fois, aussi très fort, plus 1%, mais en Europe, on a aussi fait beaucoup de changements. J'ai mentionné avant la transformation de nos affaires vie collective en Suisse. Là, on a fait une grande transformation et c'est pourquoi je suis très, très fier de ce résultat. Les marchés Asie et les marchés internationaux qu'on a regroupés ensemble ici, là, on voit une forte croissance, plus 6%. Et ça, c'est jamais facile parce que là, on parle sur des marchés qui sont par leur nature beaucoup plus volatiles que l'Europe. Et je suis très fier de voir qu'on a tellement bien avancé. AXA XL, on a chiffré un résultat de 0,5 milliard. Encore une fois, une progression vis-à-vis l'année dernière. Avec XL, on se trouve dans une phase des augmentations des prix significatifs et c'est très important qu'on continue notre démarche de la profitabilité et rentabilisation du portefeuille XL. Si vous regardez nos activités en changement du portefeuille, j'ai parlé avant sur la sortie de AXA Equitable aux États-Unis. On a coté cette entreprise en 2018 et on est progressivement sorti de l'affaire l'année dernière. En décembre, on a complètement sorti. Ça veut dire que c'était un pilier très important pour bouger notre portefeuille vers des risques techniques et moins financiers. Et en même temps, on a aussi dit qu'on va réduire l'endettement qui était temporairement élevé à 32%. Vous avez vu que nous sommes maintenant à fin 2019 à 29% et notre but est clair, on veut baisser même plus jusqu'à 25 à 28% et avec toutes ces transactions qu'on a fait, il n'y a aucun doute qu'on ne va pas y arriver. Sur XL, ça c'est vraiment une belle affaire. La stratégie d'avoir acheté XL était la bonne et vous voyez aussi dans le marché aujourd'hui, même dans le marché français, que les grands risques attirent un certain intérêt. On était les premiers qui ont fait ça et on a maintenant terminé l'intégration opérationnelle. Comme je vous avais dit, nous sommes dans un environnement où on a une expérience des catastrophes naturelles qui est quelquefois plus élevée qu'on s'est attendu, mais en même temps, on voit aussi qu'on a une forte croissance des augmentations de prix. Vous avez vu que le chiffre d'affaires d'AXA XL a progressé de 10%. Ça, c'est vraiment très bien. Et parce qu'on est aussi leader dans ce segment, nous sommes le plus grand dans ce segment et on a aussi le pouvoir d'implémenter les augmentations des prix qui sont nécessaires. Les 0,5 milliards, comme je vous avais dit, est très coloré par des événements, des catastrophes naturelles. Et c'est pourquoi on a aussi pris 3 décisions importantes. La première est l'augmentation des prix. Vous avez vu un premier effet en 2019. On va continuer cette démarche en 2020 et on voit certainement en janvier que ces augmentations se poursuivent. Et je veux dire plus 10% si on prend le chiffre d'affaires de 2019. Ça veut dire aussi qu'on va voir les effets positifs en 2020. La deuxième décision qu'on a prise,
c'est la question comment on peut même plus réduire la volatilité et le risque. Vous avez vu qu'on a réduit notre exposition aux catastrophes naturelles, on a réduit aussi notre exposition en responsabilité civile et on a acheté des contrats de réassurance et des couvertures de réassurance pour se même mieux couvrir contre la volatilité. Tout ça va nous amener à une prévision pour l'année 2020 de 1,2 milliard de résultats pour XL. J'ai dit qu'on a beaucoup travaillé et réussi sur la satisfaction de clients et notamment aussi sur des idées et des initiatives très innovantes. Parce qu'au cœur de notre stratégie est la pensée de Pay to Partner. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà du paiement de sinistre, au-delà du paiement de la facture, vers un vrai partenariat avec nos clients. Et je suis très fier de voir qu'on a bien progressé là-dessus, soit dans des pays émergents où on travaille vraiment dans l'intégration verticale en médecine. Ça veut dire par exemple en Mexique, on a créé des cliniques pour aider nos clients pour un meilleur soin médical. Le partenariat entre ING et AXA en Europe est très fort et très innovant parce que c'est un partenariat très digital et très lié aux nouveaux besoins de clients. Et certainement, en ce qui concerne le climat, il ne faut pas uniquement payer les sinistres des catastrophes naturelles, il faut aussi travailler et développer des nouvelles solutions. Et avec AXA Climat, certainement dans l'assurance paramétrique, on travaille beaucoup dans les pays développés, mais aussi dans les pays émergents, sur la question comment on peut mieux couvrir les agriculteurs et faciliter leur vie. Un autre sujet très important pour nous, c'est toujours la question de l'engagement social. AXA et l'assurance, par définition, est au cœur de la société. Notre métier est la diversification des risques, la mutualisation, et par ce biais, on est aussi un grand acteur social. Certainement, un sujet est très prononcé en ce moment, c'est le sujet de la lutte contre le changement climatique. Et nous sommes concernés, mais nous sommes aussi en action. En action de deux côtés. D'un côté, de travailler sur la question de la couverture d'assurance. Et vous avez vu qu'on a annoncé encore une fois en novembre 2019 des mesures assez disruptives pour se focaliser vraiment sur le support de ce changement climatique, support des solutions beaucoup plus vertes et de vraiment sortir du charbon de la partie assurance, mais aussi de la partie investissement. Dans la première phase de cette démarche, on a déjà beaucoup bougé les investissements. On a fait un désinvestissement de nos investissements charbon et on a rebalancé, realloqué ces moyens et même plus dans les investissements verts. Et dans la phase actuelle, on focalise sur la transition. Ça veut dire comment on peut aider les producteurs d'énergie d'aller du charbon vers le gaz pour qu'on puisse vraiment continuer cette démarche qu'on a commencée. Dans sa totalité, nous sommes bien sur la route de Ambition 2020 qu'on a lancée dans cette salle en juin 2016 et qu'on va terminer à la fin de cette année. On s'est mis 4 objectifs. Le premier objectif était le résultat opérationnel par action doit croître entre 3 et 7%. Nous sommes aujourd'hui dans le cumul de 2015 à 2019 à 5%, exactement au milieu. Sur la partie des cash flows opérationnels disponibles, on s'est donné une fourchette ciblée
de 28 à 32 milliards. Dans le cumulatif, fin 2019, nous sommes à 25. Ça veut dire, avec une année de plus, on est certainement dans une bonne position pour aussi arriver à atteindre cet objectif. Sur la partie de la rentabilité, on a en cours de cette ambition augmenté notre ambition. On veut maintenant être entre 14 et 16%. On avait chiffré 16% déjà fin 2019. Ça veut dire aussi, je suis très fier qu'on est là. Et j'ai déjà parlé sur la solvabilité. On a gagné 5 points de solvabilité dans un environnement des taux bas qui n'est jamais facile. Et je suis très fier d'avoir 198% de solvabilité. Merci pour votre attention et je passe maintenant la parole à Jacques de Peretti qui va nous présenter les bons résultats d'AXA France. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous revient donc le privilège de présenter les résultats d'AXA France. Thomas a déjà dit qu'ils étaient bons. Donc, sans surprise, AXA France est une nouvelle fois au rendez-vous, tant de la croissance du chiffre d'affaires que de la croissance du résultat. Alors, je vais commencer d'abord par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires croît de 4%. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'il est tiré aussi par ce qu'on appelle, nous, les branches cibles, comme l'a dit Thomas, c'est-à-dire la santé, qui croît de 6%. Ce 6%, c'est très équilibré. C'est 6% sur l'individuel, 6% sur les collectives. Et ce que vous devez avoir en tête aussi, c'est que les 6% sur les collectives, une partie est faite à l'international avec notre développement dans d'autres pays. J'y reviendrai tout à l'heure. La vie épargne-retraite croît de 5%. Là, c'est l'effet d'abord d'une croissance sur l'épargne de 8%, ce qui est dans ce marché à tonnes plutôt une belle performance. Mais surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est que la composition de cette épargne est tout à fait favorable. Notre taux de diversification est de 38% et nous avons accru notre différence avec la moyenne du marché qui s'établit cette année à 11%. En ce qui concerne la prévoyance, eh bien, un marché compliqué, vous le savez, pour croître vite, eh bien, nous avons cru de 5% l'année dernière, ce qui est encore une jolie performance. Le dommage est stable. Le dommage est stable parce qu'il est le fruit de 3 situations différentes. D'abord, nous nous associons à la stratégie du groupe sur le dommage entreprise. Nous croissons à 5%, ce qui est une jolie croissance sur ce marché, et nous tirons les fruits des synergies avec XL, des collaborations, du renforcement de l'offre que nous mettons à profit de nos agents généraux. Ensuite, sur le dommage du particulier, eh bien, nous assumons une stabilité. Nous sommes stables, comme l'année dernière, vous savez, en raison de la guerre des prix que nous ne souhaitons pas mener encore, même si nous avons commencé. Enfin, sur une activité internationale à l'extérieur, où nous avons poursuivi une politique de sélectivité. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Je reviens sur le résultat opérationnel. Le résultat opérationnel croît de 9%. Il succède à une croissance de 10% l'année dernière. Donc on voit bien que AXA France est capable de délivrer une croissance de son résultat dans la durée. C'est tiré par le dommage, bien sûr, plus 24%. Et si on regarde d'où ça vient du ratio combiné. Notre ratio combiné s'améliore de 1,6 points. Il atteint 90,7, ce qui est probablement le meilleur ratio combiné d'AXA France dans son histoire récente. Et cette performance est liée, cette amélioration de 1,6 points est liée à 3 choses. D'abord, l'exercice courant. L'exercice courant, c'est une amélioration de 0,5 points, c'est-à-dire la sinistralité baisse, et ça, c'est le fruit de la sélectivité de notre souscription. Ensuite, l'expense ratio baisse de 0,5 points, c'est le fruit du travail que l'on mène sur les économies et l'organisation. Et enfin, 0,5 points proviennent d'une meilleure réalisation sur les antérieurs, c'est-à-dire de boni. Voilà. En santé, nous avons une petite contre-performance, moins 17%. Cette contre-performance est assumée, vous le savez, et ça rejoint les propos sur le chiffre d'affaires,
nous sommes dans une politique ambitieuse de croissance en matière de santé. Et nous sommes allés chercher des parts de marché où elles étaient, c'est-à-dire à l'étranger notamment. Et bien sûr, nous avons mené des investissements commerciaux pour prendre des positions. Et c'est pour cela d'ailleurs que le chiffre d'affaires à l'étranger croît de 12%. Et donc, sur des contrats qui sont renouvelables, eh bien, nous avons pris au 1er janvier des dispositions, des actions correctives pour faire en sorte que le ratio combiné l'année prochaine soit exactement le même que celui qu'il était l'année précédente. Enfin, vie épargne, nous continuons à faire croître notre rentabilité. Grâce à quoi? Grâce, en fin de compte, à la préservation, voire l'augmentation de notre marge sur investissement. Beaucoup pensaient que les marges sur investissement allaient diminuer. Eh bien, vous voyez qu'en fin de compte, elles ne cessent de croître et nous sommes très confiants sur l'avenir. Voilà pour les chiffres. Maintenant, je voudrais vous dire un petit peu en substance quelles sont les raisons qui amènent à pouvoir aujourd'hui vous montrer des chiffres de cette qualité. Et en fait, tout cela repose sur les efforts des équipes d'AXA France. Et les efforts des équipes d'AXA France, en fait, elles sont concentrés sur 3 sujets, pas plus. Le premier, le client. Nous avons l'intime conviction que c'est le client, dorénavant, qui doit diriger la manière dont on écrit, dont on façonne la société, notre compagnie, demain. Nous avons pris quelques initiatives. La première initiative, qui pour moi est très importante, c'est la gestion personnalisée des sinistres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dorénavant, un sinistre est géré par une seule personne, un seul conseiller de A à Z. C'est une révolution dans notre organisation. Nous avons commencé à la mettre en œuvre en 2019. Aujourd'hui, 500 personnes travaillent comme cela. À mi-année, cette année, eh bien, l'ensemble de nos gestionnaires sinistres travailleront de cette façon avec une gestion personnalisée et proactive, ce qui, je vous le dis, favorise beaucoup la qualité du service rendu aux clients. Nous avons aussi mis en place des nouveaux outils autour, par exemple, de la téléconsultation. La téléconsultation, nous étions pionniers, c'était au début la médecine générale. Maintenant, c'est étendu aux spécialistes. C'est 30 000 de nos clients qui ont fait appel à la téléconsultation l'année dernière, et c'est 30 000 de nos clients qui sont satisfaits à plus de 95% de ce service. Nous avons profité aussi de la mise en place de la loi Pacte pour, en septembre, mettre en place un outil assez unique sur le marché, qui est Ma Retraite 360. C'est un outil qui agrège l'ensemble des dispositifs de retraite que notre client peut avoir et qui donne une vision globale de ce qu'il peut attendre dans la retraite et qui lui permet de prendre des décisions. 40 000 de nos clients ont utilisé l'outil en 2 mois, ce qui explique d'ailleurs notre succès sur le PER, j'y reviendrai tout à l'heure. Dernier point, très important à notre sens, au-delà des outils informatiques, au-delà des outils digitaux que nous menons, et vous voyez que nous sommes plutôt innovants, nous avons aussi l'intime conviction que ce qu'attendent nos clients, c'est un conseil de proximité. Et donc nous avons décidé de renforcer notre maillage territorial. Nous avons recruté en 2019 200 agents généraux, 3 fois plus qu'en 2018. Et aujourd'hui, je suis fier de vous dire que notre réseau d'agents généraux est en croissance. Simplicité et innovation, très clairement, et Thomas l'a dit, nous devons présenter des choses simples aux clients qui favorisent, on va dire, l'adoption par le client et qui favorisent aussi nos organisations. Je vous donne qu'un exemple, Mon Auto. Mon Auto est un produit que nous avons sorti l'année dernière, en mars de l'année dernière. C'est un produit qui réunit l'ensemble des produits qu'il y avait avant et qui est disponible à la fois sur le net et en agence. Ce produit est plus simple et plus convivial. Il a connu un grand succès auprès de nos clients. Et cette année, j'ai le plaisir de vous annoncer que le portefeuille d'AXA France en auto est en croissance nette positive de 25 000 contrats. Nous avons aussi travaillé sur les outils digitaux en entreprise pour gagner les parts de marché dont on a parlé. Je voudrais dire un tout petit mot sur le PER. Le PER a été aussi pour nous un effort de simplification de notre gamme. Nous avions le Madelin, nous avions le PERP, nous avions l'article 83, nous avions le PERCO. Tout cela a été rassemblé au sein d'un PER. Nous avons été parmi les premiers à le sortir le 15 octobre dernier et c'est un sacré succès. Vous savez que nous avons une part importante de marché sur la retraite. Il était indispensable que nous soyons en départ lancés sur cette réforme qui est fondamentale dans le paysage de l'épargne française. Dernier point, ô combien important, et ça rejoint ce que Thomas a dit sur l'engagement citoyen d'AXA, nous avons l'intime conviction que nous devons être chaque jour plus présents dans la société. AXA peut apporter quelque chose sur le plan sociétal à notre environnement
qui, vous le remarquez, est assez fragmenté aujourd'hui. Nous souhaitons être un acteur majeur et c'est notre ADN depuis Claude Bébéar. J'ai le plaisir de vous annoncer, par exemple, que nos collaborateurs sont chaque jour plus engagés dans des opérations de ce type-là. Nous avons eu l'année dernière 11 000 collaborateurs qui se sont engagés au sein d'AXA à tout cœur dans des actions sociétales auprès de 175 associations, 40% de plus que l'année dernière. Nous avons aussi souhaité aller au-delà des symboles nationaux, comme Versailles ou le Louvre, et aller dans ce que j'appelle les zones blanches du mécénat, les territoires abandonnés. Et nous nous sommes associés à la mission Berne pour chaque année et pendant 3 ans soutenir 5 projets pour lesquels nous apportons notre contribution financière de manière à rénover des lavoirs, des églises, des choses comme ça. Et enfin, je voudrais terminer, AXA Prévention a 30 ans cette année, ça se fête. Et AXA Prévention, vous savez, c'est un budget de 10 millions d'euros par an, ce n'est pas négligeable, et ça a pour vocation de sensibiliser les Français aux risques, on va dire, quotidiens. Et cette année, nous avons fait un focus sur l'hyperconnexion, et notamment les risques de l'hyperconnexion au volant. Et je vous invite à regarder un tout petit film qui nous a beaucoup émus. Papa? Oui, Juliette? Pourquoi c'est que les enfants qui doivent regarder devant toi? On a tous appris les bons gestes. Il n'y a pas de raison qu'on les oublie sur la route. Automobilistes, de roues, piétons, levez les yeux. Vous avez la vie devant vous. AXA Prévention. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, je passe la parole à Étienne Bois-Laurent. Bonjour à tous et merci Jacques et bravo pour cette performance dont tout le groupe se réjouit. Je vais poursuivre la revue des activités par géographie en commençant par l'Europe. Ce qu'on entend par l'Europe, c'est évidemment l'Europe hors France. Donc en Europe, nous avons atteint une croissance de 4% de notre chiffre d'affaires qui est solide, qui est bien équilibrée entre nos 3 lignes de métier, en commençant par le dommage. Et à titre d'illustration, j'ai sélectionné les principaux pays contributeurs de nos résultats et de nos chiffres d'affaires. Donc en commençant par le dommage, la Grande-Bretagne affiche une croissance de 4%, tirée à la fois par les volumes et par les prix, notamment sur le moteur. En santé, nous avons une croissance de 4%, tirée par l'Allemagne, grâce à un effet prix très positif. Je vous rappelle qu'en Allemagne, nous sommes 4e acteur du marché avec une part de marché de l'ordre de 5%, et en Angleterre, nous sommes numéro 2 du marché avec 8% de part de marché. Et enfin, sur la vie épargne retraite, plus 6%, tiré par l'Italie, grâce à des contrats multi-supports, où donc nous avons une production à la fois équilibrée entre le fonds général et les unités de compte, via des contrats donc multi-supports. En Italie, nous sommes 6e du marché à 4% du marché. Si nous passons maintenant au résultat opérationnel, il est en hausse de 1%. Il est tiré par le dommage. Nous avons une baisse du ratio combiné de 1,2 point à 93,2%, ce qui est un niveau très satisfaisant. Il est tiré par à la fois une sinistralité courante qui est en baisse de 0,4% et la sinistralité surantérieure qui s'améliore également de 0,8 points, notamment grâce à la Suisse. En santé et en vie épargne retraite, le résultat est en retrait, mais principalement lié à des éléments non récurrents. En santé, il y a eu une expérience très favorable
à la fois sur la sinistralité, sur les coûts en Angleterre, PPP, qui ne s'est pas reproduite cette année, mais qui reste à un niveau de profitabilité extrêmement fort, et sur la vie, épargne retraite, nous sommes impactés par la transformation du modèle de santé, de groupe, vie en entreprise, suite à une transformation donc, que nous avions entamée en 2018. Cette transformation avait pour vocation à transformer sur l'entreprise AXA Winterthur, AXA Suisse, d'un assureur porteur de risque à un assureur gestionnaire de risque, et donc renforçant le retour sur fonds propres de cette activité. Donc un ensemble très solide. Si nous passons à l'Asie et les marchés internationaux, une croissance de 5%, également, comme on l'a vu sur l'Europe, très homogène par les lignes de métier, en commençant par le dommage, plus 5%, tiré par la Turquie. En Turquie, nous sommes le 4e acteur du marché. Notre part de marché, c'est 7%. Donc très forte croissance qui est liée non seulement à un effet volume, mais aussi à un effet prix très élevé. La santé est en très forte hausse à 8%. Cette croissance est soutenue principalement grâce au Mexique, qui est un pays dans lequel nous sommes le 2e, avec une part de marché de 18% en santé, une très forte dynamique à la fois commerciale et tarifaire. Et je vous rappelle qu'en santé, nous développons également un modèle d'intégration verticale avec des hôpitaux, et on fait ça en partenariat avec un acteur spécialisé sud-américain. Et enfin, vie épargne retraite, plus 3%, avec une forte contribution de Hong Kong, notamment sur la prévoyance. Cette croissance a été évidemment obtenue sur le premier semestre. Le deuxième semestre, vous en doutez, a été un petit peu perturbé par les manifestations. Nous sommes maintenant confrontés sur ce marché à un ralentissement généralisé de l'activité lié au coronavirus. Et nous y voyons pour une opportunité, notamment sur le domaine de la santé, de démontrer notre engagement et notre qualité de service auprès de nos clients, mais également auprès de tout le personnel hospitalier. Nous sommes très très présents, très proches. On augmente les garanties, souvent gratuitement, en général gratuitement, et nos plateformes de contact client sont opérationnelles en permanence, même si le reste de l'entreprise, le personnel administratif, travaille en réseau à la maison. Le résultat opérationnel est en hausse de 6%, avec deux très forts contributeurs, à la fois le dommage et la santé. Sur le dommage, le ratio combiné baisse de 2,5 points pour atteindre 97,1%, principalement grâce à des résultats positifs sur antérieurs, ou des variations d'antérieurs positives. Sur la santé, plus 16%, qui est également une très très forte hausse. La contribution du Japon est déterminante. Et enfin, sur la vie épargne retraite, nous avons un retrait du résultat de l'ordre de 3%, avec principalement dû à la Chine, qui est dans une phase, ou en tout cas qu'il était jusqu'à la fin de l'an dernier, de hausse de ses investissements sur les réseaux de distribution bancaires de ICBC, notre partenaire, et de gestion d'actifs. Donc tout ça via notre filiale commune avec ICBC, spécialisée en assurance vie. Voilà ce que je voulais dire sur l'Asie et l'international. Passons maintenant à l'analyse sur Excel. Donc, nous avons obtenu un résultat de 507 millions d'euros. C'est une contribution supérieure à celle de l'an dernier, un petit peu inférieure à ce que nous attendions cette année, pour trois raisons principales. La première, c'est un niveau de charges liées aux catastrophes naturelles qui est supérieur de 300 millions à ce que nous attendions et à ce que les
modèles qui tiennent compte de multiples scénarios nous aident à prévoir. La deuxième chose, c'est une déviation de la sinistralité sur l'année en cours liée à l'inflation sociale sur les lignes de responsabilité civile, principalement aux États-Unis. Et enfin, un coût élevé des gros sinistres que l'on a pu observer tout au long de l'année. Face à ça, il y a un mouvement profondément porteur pour cette activité qui est la hausse des prix. Donc nous avons un chiffre d'affaires en hausse de 10%, ce qui est une très forte hausse sur le marché de l'entreprise. Il est tiré principalement et lié à la hausse des prix. Vous voyez qu'en moyenne, les prix ont augmenté de 8%. Ces 8% ne reflètent pas la dynamique de hausse que l'on a pu observer trimestre après trimestre. Et vous voyez qu'au premier trimestre, on était à 4% de hausse, puis 8, puis 11, puis 14. Donc c'est une dynamique extrêmement forte. Je peux vous dire que sur certaines lignes les plus touchées, comme la responsabilité civile en excess sur le marché nord-américain, les prix au quatrième trimestre étaient en hausse de l'ordre de 29%. Sur la responsabilité civile professionnelle, également en Amérique du Nord, nous étions à plus 19%. Et c'est une hausse qui continue ou qui s'accélère sur le premier trimestre de cette année. Donc c'est évidemment très spectaculaire. Ça correspond effectivement à un rattrapage par rapport à une déviation des coûts, mais c'est également une source de revenus futurs notable, puisque la majorité de ces hausses de prix ne se reflètent pas sur 2019, mais va avoir un impact positif sur l'année prochaine. Je veux dire par là 2020. La réduction de la volatilité et du risque était une de nos priorités. Nous avons constaté sur 2019 qu'elle était élevée par rapport à ce que nous attendions, et donc nous avons pris deux types de mesures. La première, c'est que nous avons réduit nos expositions sur les dommages, enfin les risques de NatCat, de catastrophes naturelles sur les dommages, à la fois sur l'assurance primaire et sur la réassurance. Nous avons également réduit nos capacités sur les lignes de responsabilité civile, notamment aux États-Unis, dans un marché dont la capacité est actuellement en réduction de 25%, ce qui est très significatif, et ce qui donc privilégie le retour à la rentabilité. La deuxième chose que nous avons faite, c'est que nous avons renforcé nos couvertures de réassurance selon deux axes. Le premier, qui est une réassurance en quote-part transversale de 15% sur l'ensemble des dommages aux biens, entreprises. Et la deuxième, c'est une couverture de réassurance pour limiter l'accumulation annuelle de gros sinistres au-delà du seuil que celui que nous avons expérimenté cette année et qui nous paraissait, enfin en 2019, et qui nous paraissait élevé. Sur, enfin, AXA Investment Managers, nous avons une hausse des actifs sous gestion de 10% pour s'élever à 800 milliards d'euros. C'est une hausse qui est liée, bien évidemment, à un effet marché, principalement, mais également à une collecte nette positive. Un léger tassement du chiffre d'affaires, un très léger recul, qui est principalement lié à la non-récurrence de commissions de performance exceptionnelles, et ce, malgré une baisse des coûts. Je voudrais juste signaler une spécificité d'AXA Investment Managers, c'est le très fort poids de la gestion alternative, qui s'élève à 137 milliards d'euros, qui est en croissance soutenue et continue, 13% cette année, qui fait de nous certainement l'acteur de référence en Europe, principalement via l'immobilier, mais aussi dans une moindre mesure avec les activités de finance structurée. Et ce qui est important pour un assureur aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir accès à des modes de gestion d'actifs non cotés. Et donc c'est un avantage compétitif que nous voyons là dans cette activité et qui certainement nous distingue d'un certain nombre d'autres acteurs. En synthèse, et pour vous donner une vision à la fois reprendre la vision par marché et vous donner
une vision par ligne d'activité, ce que nous pouvons dire, c'est que, premièrement, la croissance des résultats, si on prend une vision marché, est tirée par la France, comme Jacques nous l'a expliqué brillamment tout à l'heure, et par l'Asie et l'international. Et si on prend une approche par ligne de métier, c'est le dommage et la santé qui tirent nos résultats à la hausse, tandis que la vie résiste très bien dans un contexte, ne l'oublions pas, de taux extrêmement bas. Voilà. La hausse du résultat opérationnel est 2% à taux de change constant, elle est de 4 à 5% si on inclut l'effet de change. Le résultat net est en hausse spectaculaire de 75%. Cette hausse spectaculaire est principalement due à la non-récurrence d'amortissement de goodwill lié à la transaction, à la cession d'Equitable Holding l'an dernier. Donc si on regarde la différence entre le résultat opérationnel qui s'élève à 6,5 milliards d'euros et le résultat net comptable, les principaux éléments d'explication sont premièrement, comme chaque année, nous réalisons aux alentours de 400 millions de plus-value. Ce sont principalement cette année des cessions d'immeubles en France et en Belgique. Le deuxième élément, c'est la variation de la juste valeur des produits dérivés. Un tiers est lié aux actions, puisque nous avons des protections sur nos expositions actions. Ça, c'est un tiers de l'impact. La contrepartie est évidemment une très forte hausse de nos plus-values attentes, puisque lorsque la valeur de marché augmente, nos dérivés ont une valeur qui baisse, mais l'ensemble économiquement est tout à fait positif quand on additionne le bilan et le compte de résultat. La deuxième élément pour un tiers à peu près sont des effets de change. C'est le même mécanisme. L'euro s'est déprécié, donc la valeur de nos dérivés a baissé, mais le bilan et nos résultats profitent de cet effet de change. Et enfin, nous avons des protections de taux sur la dette d'AXA SA. Là également, la baisse des taux, puisqu'on est en taux fixe, nous coûte un petit peu d'argent. Le troisième élément, ce sont les opérations exceptionnelles, principalement la cession d'AXA Bank Belgium, la cession d'AXA Life Europe et la déconsolidation, surtout, et c'est le plus gros élément, d'AXA Equitable Holding, qui joue. Les coûts d'intégration et de restructuration sont enregistrés, comme chaque année, en résultat net, et cette année, ils sont principalement dédiés à Excel. L'élément important est évidemment le dividende. Vous voyez que le dividende est en hausse de 7%. C'est un taux de croissance supérieur à celui de notre résultat opérationnel par action, qui, lui, s'élève à plus 5%, ce qui témoigne, je pense, de la confiance que nous avons dans la récurrence de nos résultats et dans les perspectives de croissance future, et enfin de la solidité de notre bilan. Cette solidité du bilan qui se retrouve dans un certain nombre d'indicateurs clés. Le premier, c'est évidemment la hausse des capitaux propres, plus 7,5 milliards d'euros, liés principalement à l'augmentation de la valeur de nos produits de taux et de nos placements en actions. Le retour sur fonds propres augmente de 14 à 16%, malgré cette hausse des fonds propres, ce qui témoigne de la transformation du groupe de la vie au dommage. Donc moins de consommation de fonds propres pour plus de résultats. Les ratios de solvabilité sont en hausse de 5 points, de 193 à 198, dans un contexte de taux bas. Grâce à la performance opérationnelle soutenue que nous affichons cette année et la cession d'Equitable Holding. Et ce ratio se situe dans la moyenne de la fourchette que nous avions fixée pour ambition 2020, qui est entre 170 et 220%. Et enfin, les notations financières restent extrêmement stables. Nous sommes un double A-, avec une légère inflexion positive chez Fitch qui est passé
en outlook positif en 2019. Merci beaucoup pour votre attention. Je passe maintenant la parole à Thomas. Merci Étienne, merci Jacques. En conclusion, vous avez vu que l'année 2019 était encore une fois une année de succès dans la mise en route de notre ambition 2020. 5% de croissance en chiffre d'affaires, 5% en croissance du résultat opérationnel par action, avec un bilan extrêmement solide, plus 5% en ratio de solvabilité. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie de l'atteinte de notre ambition 2020 qui se termine par son nom à la fin de cette année. Merci pour votre participation et on passe maintenant aux questions. Bonjour, Maya Nikolaeva, Reuters. Première question sur vos ambitions pour le REE. Vous avez mentionné que peut-être, j'ai pas bien compris, est-ce que vous pensez que 2020 REE peut être plus élevé que 16% ou pas? Deuxième question sur le coronavirus. Vous avez mentionné le domaine de santé. Est-ce que vous pourriez donner plus de détails sur cette activité en Asie, les chiffres d'affaires? Est-ce que combien de réclamations, niveau de réclamations que vous avez eu depuis ces dernières semaines en Asie liées au coronavirus? Et dans d'autres activités, pour d'autres produits, est-ce que vous avez des réclamations de la part de clients corporate ou de particuliers? Je pense aussi aux cette activité comme assurance de tourisme et de cruise. On a vu la situation au Japon. Est-ce que vous êtes impacté par cela? C'est ça. Merci. Très bien, merci pour vos deux questions. Je propose que la première question va être répondue par Étienne sur les 16%. Je pense que 16%, c'est déjà un niveau extrêmement élevé, mais Étienne va vous éclairer sur le fait est-ce qu'on peut faire plus ou pas. Et sur le coronavirus, je vais prendre cette question après que Étienne a répondu sur le return on equity. Je crois que Thomas, que tu as déjà dit ce que je voulais dire. Donc 16%, c'est extrêmement élevé. Sur une base absolue et sur une base relative. Donc, afficher ce type de performance est extrêmement satisfaisant. Et donc, à ce stade, il ne s'agit pas d'imaginer que le ROE va monter au ciel. Je pense que dans le contexte de taux bas et dans le contexte de concurrence actuelle, 16% est un chiffre extrêmement satisfaisant. Je me permettrai de faire une petite transition avec la réponse sur le coronavirus par Thomas, parce que j'ai évoqué effectivement le sujet dans mon exposé sur l'Asie, et notamment sur Hong Kong. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est moins un problème de sinistralité, c'est moins un problème de hausse de nos coûts de sinistre, c'est plus un sujet de baisse du rythme d'activité extrêmement fort. Et je parle de la Chine continentale et de Hong Kong. Et donc, la façon dont nous communiquons aujourd'hui avec nos clients, c'est essentiellement par Internet, par le web, par téléphone. Par Internet, il y a un doublement de l'activité depuis plusieurs semaines, à la fois pour délivrer du service et à la fois pour des activités commerciales. Ce qui est important, à ce stade, c'est de soutenir nos clients qui en ont besoin. Voilà. Et il y a très peu, je dirais que l'aspect sinistralité est non significatif et ce n'est pas l'enjeu, et ce n'est pas comme ça que c'est vécu aujourd'hui. L'enjeu, c'est vraiment comment rester connecté avec nos clients, comment les aider et comment leur délivrer plus que ce qu'on leur a promis. Oui, alors, je pense sur le coronavirus, Étienne l'a déjà évoqué, c'est trop tôt de dire qu'est-ce que ça veut dire.
on est affecté, je veux dire, par trois sujets. Le premier, c'est notre propre activité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos collaborateurs pour continuer leur travail? Parce qu'il y a quand même un sujet que tout le monde reste chez soi. Et pour continuer à travailler, il faut quand même prévoir ça opérationnellement. Nos dirigeants sur place ont ça sous contrôle et ça se progresse très bien. Étienne a mentionné que nos investissements digitaux qu'on a fait dans les dernières années, notamment à Hong Kong, sous la direction d'Étienne à l'époque, on a lancé un service qui s'appelle Emma, qui est vraiment un service d'interaction avec le client. Comme Étienne l'a dit, on voit une forte augmentation de l'utilisation de ces services. Si on ne peut pas se déplacer physiquement, on peut au minimum utiliser les services digitaux. Deuxième domaine où nous sommes touchés, c'est clairement la question de l'activité. Étienne l'a dit, on voit aujourd'hui à Hong Kong et en Chine que l'activité se baisse à cause de l'immobilité des gens. Pour moi, c'est un phénomène clairement temporaire parce que si on voit les fondamentaux de ces marchés et on voit les besoins de ce marché, c'est très clair, le besoin de la retraite, le besoin de santé va se réétablir une fois que les flux des personnes se normalisent. Sur la sinistralité, nous sommes aujourd'hui certainement en Chine, oui, le plus grand étranger, numéro 17 dans le marché, mais sur la partie santé, quand même encore très petit. Ça veut dire l'expérience qu'on a aujourd'hui, c'est rien de significatif. Sur la partie des clients corporate que vous avez mentionné, certainement en termes des clients industriels, mais aussi des clients de tourisme, aujourd'hui, encore une fois, c'est beaucoup plus trop tôt de voir ça, d'en parler. On est au début de cet exercice, on est au début de cette épidémie et il faut vraiment attendre maintenant. Le plus important est d'aider nos clients parce qu'on a quand même des touristes qui sont là, on a des clients chinois qui sont affectés, on a des clients corporate et on fait tous avec nos équipes d'aider nos clients et de prévoir des mesures pour qu'on puisse leur aider. C'est difficile de voir, mais ouais, très bien. Oui, merci. Thomas Hanke du Handelsblatt. Deux questions, si vous permettez. La première sur le climat. Vous avez dit que si on normalise les catastrophes naturelles, je parle du résultat des XL, si on normalise le niveau des catastrophes naturelles, ce serait plus élevé. Mais qu'est-ce qui vous dit que les niveaux qu'on a vus en 2019, ce n'est pas la nouvelle normalité? Et dans ce contexte-là, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus ce que sont les nouvelles solutions qui protègent vos clients contre les risques climatiques? Et deuxième question sur la santé, donc un progrès de 5% du résultat. Est-ce que vous êtes content avec ce rythme de progression? C'est en ligne avec la croissance du chiffre d'affaires général. Est-ce que vous êtes content de ça ou est-ce que vous voulez que ça augmente plus rapidement que votre chiffre d'affaires général? Très bien. Je passe ces deux questions à mes collègues. La première sur le climat. Étienne va commencer sur la question de normalisation. Je vais peut-être ajouter après sur la partie des nouvelles solutions. Et sur la question, est-ce que 5% est assez? On va certainement poser cette question à Jacques de Peretti qui fait face à ce défi tous les jours. Étienne. Alors, la normalisation des catastrophes naturelles, bon, c'est un concept qui résulte... En fait, nous avons des modèles qui utilisent des données historiques, mais qui tiennent compte également de multiples scénarios qui pourraient se produire. Donc, et il y a un consensus à peu près général sur la façon dont on modélise les catastrophes naturelles. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que la hausse des prix est relativement faible.
sur ce domaine. C'est une des raisons pour lesquelles on réduit notre exposition. Et si les hausses de prix sont faibles, c'est parce que le marché considère que l'expérience négative que nous avons vécue, que le marché a connue ces 3 dernières années notamment, ne sont pas représentatives de la normalité. Voilà ce que je peux vous dire sur la première partie. Et ce que nous avons essayé de faire à travers notre programme de réassurance et de souscription cette année, c'est de réduire la volatilité, le risque, notre exposition à cette incertitude, et ce qui doit avoir des effets à court terme. Parce qu'en fait, la normalisation, elle est vraie sur le long terme, mais à court terme, on fait face à une volatilité qui est relativement plus forte. Donc voilà, c'est simplement cet arbitrage que nous avons décidé de faire, mais le marché ne reconnaît pas aujourd'hui qu'il y a une détérioration massive des conditions de catastrophes naturelles de façon durable. Il va peut-être y avoir une augmentation des prix sur le second semestre et l'année prochaine, mais on ne l'a pas constaté véritablement ces derniers mois. Voilà. Sur les nouvelles solutions pour les risques clients, Jacques? Oui, donc sur la santé, est-ce qu'une progression de 5% du résultat et du chiffre d'affaires, c'est suffisant? Ce qui est clair, sur la santé, ce qu'il faut avoir en tête, une chose, c'est que c'est une branche qui est faiblement consommatrice de capital. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas analyser un ratio combiné santé comme un ratio combiné dommage. Un ratio combiné santé, c'est à partir de 98, c'est un excellent ratio combiné santé. C'est un ROE considérable. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il est clair que dans beaucoup de pays, ce marché est émergent, et nous, ce qui compte, c'est de prendre place, d'apporter des solutions, d'aider les gouvernements à mettre en place ces opérations, souvent. Et donc, ma foi, nous n'avons pas d'ambition plus importante que de faire croître notre résultat au rythme de la croissance de ce marché, qui est un marché très croissant dans les pays émergents. Les taux peuvent être parfois à 2 chiffres. Dans les marchés matures, on sait ce qu'il en est, c'est un marché établi, c'est un marché sûr, c'est un marché non volatile, c'est un marché qui a un très bon ROE et sur lequel nous souhaitons être chaque jour plus présents. Très bien. Sur la partie des nouvelles solutions, alors on voit certainement l'effet ou le levier de technologie dans ces nouvelles solutions. Juste pour vous donner 2 exemples, chez AXA XL, on a à peu près 400 personnes qui sont des ingénieurs de risque, qui gèrent le risque, et certainement c'est ce qu'on voit avec ce développement des catastrophes naturelles, que les demandes, le besoin de comprendre plus, entreprise par entreprise, usine par usine, où sont les dangers et qu'est-ce qu'on peut faire pour se mieux protéger. Cet aspect de prévention est en forte hausse de demande. Ça, c'est vraiment bien parce que ça joue très très bien avec notre stratégie Pay to Partner. Un deuxième exemple, et je l'ai cité avant, c'est AXA Climat. On a développé des solutions qui sont liées aux data des satellites. Encore une fois, le leverage de la technologie, ou par exemple, si vous assurez des terrains agriculteurs, de lier le paiement de l'assurance au périmètre du temps. Est-ce que ça a neigé, oui ou non? Est-ce que la température était en dessous de X, Y? Et ces mesures sont fortement appréciées dans les pays développés, mais aussi dans les pays émergents. Vous avez peut-être vu que, par exemple, en Inde, on a eu une forte croissance de ces solutions-là, et on veut vraiment être leader et en avance dans ce domaine pour aider mieux nos clients. Merci. Bonjour, Florian Delambelli de News Assurance Pro. J'avais quelques petites précisions sur l'activité en France, notamment sur quelques chiffres sur le nombre de PER que vous avez vendus depuis le lancement du PER, et sur l'eurocroissance, que j'ai vu que vous en parliez dans le communiqué de presse de résultats. La deuxième chose, c'est que je voulais avoir une précision, parce qu'il y a une phrase que je n'ai pas très bien comprise que vous avez dite, Jacques, sur la guerre des prix que nous ne souhaitons pas mener, même si nous avons commencé.
sachant que vous avez fait 25 000 contrats en plus en auto, mais vous avez un chiffre d'affaires stable. Donc j'imagine qu'effectivement, vous avez dû commencer la guerre des prix. Et puis, avoir le nombre de contrats aussi en habitation, puisque je vois que vous êtes à moins 8 000 contrats en France sur le dommage du particulier. Donc si vous êtes à plus 25 000 en auto, j'imagine que vous devez être à moins 33 000 en habitation. Voilà, merci. Alors, vous avez beaucoup de questions. J'ai noté l'auto, l'habitation, et au début, vous aviez parlé d'eurocroissance et de PER. Voilà. Merci. Alors, d'abord, le PER. Donc, le PER, vous savez que pour nous, c'est capital, puisque nous avons en gros 20% de part de marché, que ça représente une diversification intéressante, puisque le taux d'unit link sur le PER est de l'ordre de 60 à 70%. Et donc, nous accueillons ce nouveau produit, cette nouvelle opportunité avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. C'est pour ça que nous avons été parmi les premiers à sortir l'ensemble du dispositif, que ce soit pour les entreprises ou que ce soit pour les particuliers. Et sur les premiers mois, par rapport aux chiffres qui ont été communiqués par le gouvernement, 22% des PER qui ont été vendus, eh bien, ont été vendus par AXA. En ce qui concerne l'eurocroissance, c'est on va dire un sujet sur lequel depuis 3 ans nous travaillons, qui a reçu avec la loi Pacte un assouplissement des conditions de croissance. Donc pour nous c'est très très important. Nous sommes probablement un des acteurs les plus actifs sur l'eurocroissance. Nous avons réalisé en 2019, avant même cet assouplissement de la loi, 200 millions d'euros de revenus, en hausse de 40% par rapport à 2018, et nous avons là bien vocation, dans les mois qui viennent, à introduire chaque jour un peu plus l'eurocroissance dans nos contrats PER, et donc c'est le lien avec le premier dossier, de manière à ce que l'eurocroissance soit une opportunité considérable pour nos concitoyens, entre un fonds euro dont la performance ne cesse de décroître, mais qui est garantie, et une potentialité de gain offerte par l'eurocroissance. Je vois que vous êtes fort en mathématiques. En ce qui concerne l'auto et l'habitation, donc en effet en auto, grâce à ce nouveau contrat, qui, je vous l'avais annoncé depuis 3 ans, interviendrait au moment où nous considérions que la guerre des prix était derrière nous, entre les mutuelles et les banques assureurs, de manière à ce que nous pouvions décemment et avec préservation de notre profitabilité, vous avez vu qu'elle est importante, 90,7 de ratio combiné, c'est important, eh bien, nous pouvions rentrer. Eh bien, c'est cette année que nous avons décidé de rentrer, je vous l'avais annoncé, nous sommes rentrés au mois de mars, et nous avons donc réalisé un apport net positif. Pour autant, vous avez remarqué que notre sinistralité courante ne s'est pas dégradée, au contraire, elle s'est améliorée de 0,5 points. En ce qui concerne l'habitation, votre calcul est exact. Si nous avons perdu 8 000 contrats en tout sur le particulier et si nous en avons gagné 25 000 sur l'auto, c'est que nous en avons perdu en gros 30 000 sur l'habitation encore cette année. Mais vous verrez là encore que probablement dans les mois dans les mois qui viennent, nous aurons de bonnes nouvelles à vous annoncer sur l'habitation aussi. Merci Jacques. On passe à la prochaine question. Là. Bonjour, merci. Thibaut Vadjou pour la GFI. Je voulais vous demander poser une question sur le ratio de solvabilité. Est-ce qu'il prend déjà en compte, est-ce qu'il intègre déjà l'effet de la mesure PPP? Et deuxième point, je voulais revenir sur le taux d'endettement, de quelle manière il a baissé et comment vous comptez arriver à cette cible que vous nous indiquiez en début de conférence. Merci. Très bien. 2 questions très financières qui sont prises par Étienne. Alors, dans le ratio de solvabilité à la fin de l'année, nous avons pris l'effet PPB qui impacte positif pour la France. En revanche, il est non significatif à l'échelle du groupe, c'est entre 1 et 2 points de solvabilité, pour une raison très simple, c'est que même si nous avons un taux de richesse par rapport à l'ensemble du marché français qui est largement supérieur, de l'ordre de 50% de plus, nous n'utilisons pas de façon active le mécanisme de PPB. Et pour une raison simple, c'est qu'il y a énormément de contraintes techniques, incluant notamment la nécessité
de distribuer cet excédent de richesse dans les 8 ans. Et donc nous préférons, dans une perspective de baisse des taux durable, ne pas les affecter maintenant et garder toute cette richesse sous forme de plus-value latente non affectée, ce qui nous donne beaucoup plus de souplesse et nous permet d'avoir beaucoup plus de garanties pour les clients sur le très long terme. Donc ça, c'est l'explication. Pour vous donner un ordre d'idée, si nous avions une pratique d'allocation à la PPB comparable à celle du marché français, nous aurions un impact supérieur de l'ordre de 10 points, donc de 10% sur la solvabilité du groupe. Voilà. Et si nous utilisions, pour aller encore plus haut, l'excédent que nous avons par rapport au marché et l'allouer au PPB, nous pourrions monter encore plus haut. Donc ça, c'est la réponse à votre première question. La deuxième question sur le taux d'endettement, en fait, le levier numéro 1 pour réduire l'endettement de façon mécanique, c'est de réduire la dette financière, ce que nous avons prévu de faire cette année. Et c'est pour ça que nous sommes confiants, parce que c'est notre décision, d'atteindre un ratio qui sera compris entre 25 et 26 pour être encore plus volontariste que la fourchette qu'indiquait Thomas tout à l'heure, sans trop d'incertitude. Merci. Une autre question là-bas. Oui, merci. Christian Schubert, Frankfurter Allgemeine. Vous avez mentionné les 60% chiffre d'affaires pour les activités ciblées. Est-ce que vous avez un chiffre pour comparer combien c'était dans le passé? Alors, il y a 3 à 4 ans, hein, pour voir un peu la transformation. Et deuxième question sur la politique environnementale et le charbon. Alors, est-ce que vous renoncez vraiment là à certaines activités, j'imagine? Et est-ce qu'on peut chiffrer à combien de business vous renoncez? Et si vous permettez une troisième question, vous mettez beaucoup en avant, surtout pour XL, vous mettez beaucoup en avant des augmentations des tarifs, et vous avez dit vous augmentez aussi la réassurance. Alors, est-ce que les tarifs pour la réassurance augmentent aussi? Alors, 3 questions. Sur la première, sur les activités ciblées, je passe la parole à Étienne. Je vais prendre les 2 autres questions. On va commencer peut-être par la question de la politique environnementale. Là, vous avez 2 effets, comme j'ai dit avant. Le premier effet, c'est sur la partie de l'investissement. Là, vous avez vu qu'on a shifté et bougé des investissements dans le charbon vers des investissements verts. On voit que la rentabilité de ces 2 catégories d'investissement n'a pas une grande différence. Ça veut dire l'effet économique n'est pas significatif parce qu'on remplace l'un avec l'autre, et les projets et les rentabilités dans la finance verte sont aujourd'hui assez intéressantes. Sur la partie de l'assurance, c'est clair, on s'est retiré de l'assurance du charbon. Ça a clairement un effet sur les primes parce qu'on arrête des contrats. Mais encore une fois, à l'échelle du groupe, c'est relativement petit. Et parce que nous sommes un grand acteur avec une grande empreinte de distribution partout, on peut facilement le compenser. Vous voyez certainement dans nos chiffres d'affaires qu'on a fait des grandes transformations. Par exemple, je prends le projet de la transformation en Suisse que j'ai cité, où on a quand même travaillé sur une grande partie des primes. On parle certainement 5 à 6 milliards de primes en francs suisses. On a transformé dans une solution qui est plutôt une solution de gestion actif. Ça veut dire une réduction de notre prime. Vous voyez rien dans nos chiffres, malgré du fait qu'on a, une baisse des primes par des transformations des portefeuilles. On montre une croissance de 5%. À l'échelle d'un groupe qui est tellement grand, on a toujours l'opportunité de le bien compenser, comme vous l'avez vu.
sur la partie XL, et peut-être je reviens encore une fois, quelles sont les mesures qu'on a prises. On a pris 3 grandes décisions. La première décision était de dire on augmente fortement des prix où il faut les augmenter. Vous avez vu que les primes bougent de 10%, et comme je vous avais dit avant, cette tendance se poursuivit au début de l'année 2020. C'est traditionnellement comme ça que l'assurance primaire, en termes d'augmentation des prix, est beaucoup plus fort que la réassurance. On peut à peu près dire que dans l'assurance primaire, on voit des augmentations de prix autour de 10%. Dans la réassurance, c'est plutôt autour de 5 à 6%. Mais quand même, nous sommes grands, nous sommes aussi un grand acteur dans ce marché et on a la capacité d'implémenter ces augmentations de prix. Première décision. Deuxième décision, on a décidé de réduire la volatilité même plus et de réduire notre exposition de risque. Ça veut dire dans notre activité réassurance, où on prend de la réassurance, on a baissé notre appétit, on prend moins de risques des catastrophes naturelles. Et deuxièmement, on a acheté plus de couverture réassurance pour réduire la volatilité. Et la troisième décision sur laquelle on n'a pas encore parlé ce matin, vous avez peut-être vu qu'on a aussi changé la gouvernance d'XL. On a engagé un nouveau directeur général parce qu'on passe maintenant d'une phase d'intégration qui est bien réussie à l'accélération, la transformation d'XL pour vraiment rentabiliser plus XL. On a recruté un nouveau dirigeant de CHAP, quelqu'un qui vient du métier, un grand expert. Il va nous aider maintenant pour plus rentabiliser cette filiale AXA XL. Je passe à Étienne maintenant sur la question, les 60% des activités ciblées, c'était quoi avant? Alors je dirais que l'événement majeur, c'est l'acquisition d'XL, qui a un chiffre d'affaires de l'ordre de 18 milliards d'euros. Donc nous avons un chiffre d'affaires total de 100 milliards d'euros. On a en gros remplacé de l'assurance vie par de l'assurance dommages d'entreprise. Donc là où nous sommes aujourd'hui à 60%, nous étions très certainement en dessous de 40% il y a 3 ans. Bonjour Lionel Garnier, Le Revenu. J'ai 3-4 petites questions. La première concerne votre sentiment ou votre analyse du débat sur la réforme de Solva II. D'après ce que vous en comprenez aujourd'hui, quel pourrait être l'impact sur AXA et sur votre propre solvabilité? Sur la solvabilité, justement, le niveau actuel, est-ce que ça vous libère des moyens pour des acquisitions? Il y a beaucoup de cessions ces derniers temps. Est-ce que vous avez des acquisitions à faire? Et notamment, je pense au rythme de croissance que vous affichez sur l'international. Est-ce qu'il y a des complémentarités de portefeuille à faire sur ces pays qui sont non prioritaires, mais qui finalement contribuent quand même à la croissance? Est-ce que vous pourriez nous faire un point sur la feuille de route d'AXA IM? Vous mettez en avant le fait que vous êtes numéro 1 sur les actifs réels notamment. Est-ce qu'il y a des choses à attendre en termes d'inflexion stratégique? Et enfin, un dernier point concernant la Chine et Tianping. Est-ce que finalement, avec ce qui se passe actuellement, ça remet en cause votre rythme de croissance et ce que vous vouliez faire? Je crois que vous partez de l'auto et vous voulez aller sur la santé. Est-ce que en ce moment, c'est pas un peu compliqué justement sur ces deux créneaux? Très bien, merci pour ces 4 questions. Je prends la première et la quatrième. Je suggère que Étienne prend la deuxième sur la question de Solva et les acquisitions. Et on a aussi Gérald Alain dans la salle qui dirige aujourd'hui AXA IM. Il va certainement avoir le plaisir de répondre à la question de la feuille de route pour AXA IM.
Pour la première question, quel est le sentiment sur la réforme de Solvabilité 2? Alors, c'est ce qui se passe en ce moment. On a la revue de Solvabilité 2. Solvabilité 2 était établie il y a quelques ans. On doit dire que ce système jusqu'ici a bien marché. Tous les acteurs ont s'adapté à ce nouveau régime. Ça a donné beaucoup plus de clarté et de discipline dans le marché. Et ce système va être revu maintenant dans un contexte des taux qui restent bas. On a aujourd'hui deux tendances de revue. La première, c'est plutôt la revue technique, où on voit qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que tous les éléments des taux bas sont bien intégrés dans les modèles? Et il y a certainement quelques paramètres en question, comme la question, par exemple, est-ce qu'il faut modeler des taux négatifs, oui ou non? Vous avez un deuxième élément de la discussion qui est plutôt la discussion politique, parce que les États se sont confrontés aujourd'hui à la question qui et comment est-ce qu'on peut financer ce changement, cette transition climatique. Et il n'y a pas de miracle. L'argent qu'on voit aujourd'hui est l'argent disponible pour ces investissements. Et la grande question est comment est-ce que la politique peut changer et rediriger les flux existants vers des projets de transition. Je dois vous dire aussi que les analyses techniques et les souhaits politiques ne sont pas toujours 100% alignés. Et on va voir maintenant dans la discussion suivante comment ces besoins, ces souhaits vont se terminer dans une révision de Solva. Je peux dire qu'AXA est très, très présent dans cette discussion parce que moi, je préside en ce moment les assureurs européens et c'est le sujet numéro 1 dans notre discussion. On est très présent et on veut trouver et aider ensemble avec les États, avec l'AIOPA qui est le régulateur européen sur ce sujet, pour trouver une bonne solution qui contribue à la solidité du secteur, mais en même temps qui aide aussi dans cette question de financement. La question, qu'est-ce que ça veut dire pour AXA? C'est une question qui arrive malheureusement un peu tôt, parce qu'on ne sait même pas encore quels sont les changements. Je veux dire, dans quelques mois, on sera plus intelligent parce qu'on a plus de détails et on va entrer dans des études quantitatives pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Je prends peut-être tout de suite la dernière question sur la Chine et AXA Tianping. L'assurance est un métier de long terme. On ne regarde pas les mouvements à court terme. Notre base d'investissement est la démographie d'un pays et le développement de sa démographie. On voit en Chine qu'il y a une bonne démographie, il y a une forte croissance des moyens de ces gens par la richesse qui s'est accumulée dans ce pays. On voit certainement des forts besoins en santé, en retraite, et nous sommes aujourd'hui très bien positionnés. Je vous avais dit avant, nous sommes numéro 1 acteur étranger en Chine, très présent dans la partie gestion active avec SPDB, dans la partie vie avec ICBC, la banque la plus grande du monde, et maintenant avec notre filiale AXA Tianping qui est 100% détenue. Le coronavirus, comme j'ai dit avant, a des effets à court terme, mais ça ne met pas du tout en question notre engagement en Chine. Solva, Étienne, et feuille de route, Gérald après. Alors, en répondant à la question tout à l'heure sur l'effet de levier financier, ce que je vous ai dit, c'est que la priorité était de réduire la dette financière pour atteindre un ratio de 25 à 26%. Donc, c'est un premier élément de réponse. La deuxième chose, c'est que 198%, c'est le milieu de notre fourchette. Donc, je ne qualifierai pas notre niveau de solvabilité comme étant en excédent
Donc on n'est pas dans une position dans laquelle on se dit tiens, on a énormément de cash, on ne sait pas quoi en faire et notre solvabilité déborde de partout. Donc voilà pour la partie financière. Ensuite, sur le plan stratégique, on ne peut jamais écarter évidemment ce qu'on appelle des bolt-on acquisitions, donc des activités de complément. Mais quand vous regardez notre performance, vous voyez qu'on a une croissance organique qui est forte et que notre vraie priorité, c'est l'intégration de XL. Et ça restera notre priorité pour cette année. Gérald. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc sur AXA IM, on l'a dit tout à l'heure, on a eu une croissance et un apport net positif. Quand on élimine, sans parler des JV, si vous voulez, on a quand même un apport de 22 milliards cette année, ce qui est assez important, qui est bien réparti, 12 milliards sur les alternatives, 10 milliards sur la gestion traditionnelle. La feuille de route, c'est la croissance, et c'est une croissance organique. Vous savez qu'aujourd'hui, dans un univers où les taux sont si bas, la demande pour les produits alternatifs est très forte. C'était indiqué sur le slide tout à l'heure, en matière de real asset, donc d'immobilier qui couvre à la fois l'immobilier et les infrastructures, aussi bien en dette qu'en equity, on est le numéro 1 en Europe et on est le 5e au niveau mondial. En tout, c'est 137 milliards d'alternatives, si j'ajoute donc les produits structurés également à ce chiffre. La croissance demain, ça veut dire une croissance aussi bien encore qu'en alternative. Je vous rappelle que la gestion est beaucoup passive aujourd'hui, mais que les produits taux restent les produits d'actifs passifs, c'est-à-dire l'actif passif, il ne se fait pas aujourd'hui avec des produits passifs. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que cette croissance, elle se fera aussi beaucoup grâce à notre capacité en matière de ESG, de responsible investment, de gestion impact. C'est un point, vous avez noté, on a communiqué là-dessus au mois de novembre, on a été parmi les premiers à lancer les Transibonds, donc c'est une capacité. Ce n'est pas seulement des mots, c'est, si vous voulez, au quotidien, on a des process et des process de gestion depuis longtemps de produits ESG, à la fois pour le groupe et pour la gestion pour compte de tiers, et du reste pour le groupe, aussi pour tous les produits en unité de compte qu'on vend. Merci Gérald. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, on a deux. Oui, bonjour, Thibaut Madelin du journal Les Échos. J'avais plusieurs questions, je suis au fond. D'abord sur les perspectives. Vois, malgré du fait que la lumière n'est pas bonne, mais... Sur les perspectives, vous avez dit qu'un retour sur fonds propres de 16% était déjà extrêmement élevé et que les arbres ne pouvaient pas monter jusqu'au ciel. Est-ce que ça veut dire que le résultat opérationnel, lui non plus, ne pourra pas monter jusqu'au ciel et qu'il pourrait, le cas échéant, baisser il y avait des interrogations sur un éventuel rachat d'actions, problème de rachat d'actions avant les résultats. Est-ce que c'est un sujet, c'est une réflexion que vous menez, même si vous ne l'avez pas annoncé aujourd'hui apparemment, ou est-ce que, compte tenu de l'environnement qui paraît incertain, vous seriez plutôt tenté par une prudence renforcée? Et enfin, un réassureur basé aux Bermudes pourrait changer de propriétaire. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur vos couvertures en réassurance, notamment en France, puisqu'il pourrait être acquis par Covéa? Alors, trois questions, Thibaut. Merci pour les trois questions. Je vais essayer sur les 16% encore une fois. Comme Étienne l'a dit, 16%, c'est extrêmement actif, c'est extrêmement élevé. Et vous avez vu aussi dans les comptes que pas uniquement le nominateur augmente, mais aussi le dénominateur. Ça veut dire nos fonds propres augmentent et notre souhait est clairement de stabiliser ces fonds propres, certainement aussi par la réduction de l'endettement. Ça veut dire par définition, le nominateur doit continuer à croître pour même garder les 16%. Alors on n'a aucun plan de baisser nos résultats opérationnels. Deuxième sujet, le rachat d'actions avant les résultats. Nous sommes maintenant au résultat. Vous avez vu aucun rachat d'actions, ni une annonce, ni une action. Ça veut dire on est aujourd'hui très focalisé sur les trois priorités qu'on a annoncées l'année dernière. La cession d'AXA Equitable, c'est fait.
l'intégration d'XL, c'est en partie fait en ce qui concerne l'opérationnel. On a encore du travail à faire en termes de l'intégration du modèle, en termes de la rentabilisation de l'entreprise. Ça veut dire là, on est très focalisé là-dessus. Troisième priorité était la réduction de l'endettement jusqu'à la fourchette 25 à 28. On est aujourd'hui à 29, ça veut dire qu'on a encore un chemin à faire. Les moyens sont très clairs d'où ça vient et on se focalise maintenant à 100% sur ces trois priorités et rien d'autre. Sur la question du réassureur en Bermude qui peut changer le propriétaire, je pense qu'il faut regarder cette question dans la façon plus large. Moi, je suis très heureux de voir qu'il y a un fort intérêt de s'intéresser à la diversification internationale, aux grands risques. AXA était le pionnier en 2018 pour vraiment se lancer dans cette consolidation au niveau global, dans cette diversification des risques avec l'acquisition d'AXA XL. Et je suis très heureux de voir qu'on a d'autres qui nous suivent. Aussi potentiellement. Bonjour messieurs, Benoît Martin, La Lettre de l'Assurance. Justement, je rebondis sur la question de Thibault et sur votre réponse surtout. Quelles sont vos perspectives sur l'activité réassurance que vous avez acquise avec XL? Alors, est-ce que vous maintenez, est-ce que vous comptez développer le portefeuille en réassurance ou est-ce que vous allez le réduire dans les 1, 2, 3 prochaines années, toujours dans cet élan de diversification? Et question subsidiaire, je reviens sur les cessions en Europe qui ont été faites. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres cessions ou est-ce que vous estimez que le périmètre du groupe est maintenant quasi définitif? Alors, sur la première question sur la réassurance, encore une fois, la réassurance aujourd'hui fait à peu près 5 milliards de primes. C'est un acteur majeur au niveau mondial et la réassurance pour nous est aussi très important en termes de diversification supplémentaire. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous ne sommes pas actifs dans l'assurance primaire, dans la partie assurance cyber des PME aux États-Unis. Ce marché est très difficile à accéder et par une réassurance d'un acteur américain qui est dans ce marché, on a indirectement une exposition vers ce marché. Ces expositions sont très importantes pour la diversification et vous avez vu par exemple quand on a fait l'acquisition d'XL, on a annoncé qu'on peut épargner 2 milliards de capital dans la combinaison entre AXA XL vis-à-vis XL standalone. C'est, je veux dire, la monétisation de l'effet de la diversification. Notre souhait est clairement de continuer à développer cette activité de réassurance, mais exactement dans cet esprit-là, s'exposer au risque de réassurance dans les endroits où nous ne sommes pas ou peu présents en assurance primaire, et deuxièmement, continuer à développer le mix de business plutôt vers les lignes qui sont moins attachées et moins exposées aux catastrophes naturelles. Et on vous avait montré une première étape par le fait qu'on a baissé notre exposition aux catastrophes naturelles. Et ça, c'est en grande partie dans la réassurance. Sur votre question des cessions, c'est vrai, vous avez vu quelques cessions. On était, je veux dire, extrêmement clair sur la segmentation de notre portefeuille. Il y a 2 ans, on a 10 grands géographies et divisions qui font à peu près 80% de notre résultat. On a défini 6 pays qui sont des pays avec beaucoup de potentiel, qui font
un autre 16% de notre profitabilité. Et après, on a beaucoup de pays qui sont beaucoup plus petits que les autres qui font les derniers 4%. Il faut dire qu'aujourd'hui, tous nos marchés sont profitables et sur les marchés qui sont dans la partie des marchés internationaux, on a bien développé nos affaires. Vous avez vu qu'il y a une forte croissance de l'activité, mais néanmoins, on regarde toujours est-ce qu'on est bien positionné ou pas. Mais vous comprenez bien que je ne vais pas vous donner maintenant des détails sur nos idées du portefeuille. Oui, ou est-ce qu'il y a des questions au téléphone, dans les voies digitales? Oui, il y a deux questions. La première est posée par Licini Giuliana de Radiocor. Sur l'évolution de AXA en Italie. Est-ce qu'une consolidation du marché de l'assurance est possible ou probable en Europe? La deuxième question nous vient de Catherine Shi de The Insurance Insider en anglais. Are you now comfortable with the level of volatility in AXA XL? And do you anticipate taking additional measures to manage volatility in 2020? Très bien, merci. Je propose que la question sur l'Italie va être prise par Antimo Peretta qui gère l'Europe et Italie fait partie de l'Europe. Et Étienne va prendre la deuxième question sur la question est-ce que is the level of volatility at AXA XL now good or do we need to take approprié ou est-ce que nous devons prendre des mesures supplémentaires? Bonjour à tous et à tous. Je dois dire que nous, on est très contents de ça, que comme AXA Italie se développe dans ces marchés, et vous avez vu les résultats, dans un marché difficile, on fait toujours mieux que le marché. Ça veut dire que ça va logiquement apporter à des opportunités dans le marché pour regarder des portefeuilles, pour regarder l'évolution de notre concurrent. Mais pour le moment, logiquement, on n'a pas de plan. Mais ça qu'on voit qu'avec la force qu'on a avec notre agence et avec notre partenaire MPS, avec la joint venture qu'on a, on est tellement bien positionné dans ces marchés que les chiffres le montrent qu'on a une belle croissance et on va continuer sur cette histoire-là, de faire de nouveaux produits avec l'innovation, de faire des simplifications dans les produits et dans le processus vis-à-vis des clients, parce qu'on a aussi fortement augmenté notre satisfaction des clients. Et je pense que cette stratégie-là, on va la continuer et s'il y a des opportunités, on va les regarder logiquement. Merci Antimo. Deuxième question, Étienne, about the level of volatility. Shall I answer in English or in French? En anglais ou en français? English. En anglais. Okay. So, alors, we have been extremely proactive. Nous avons été extrêmement proactifs ces derniers mois en analysant la volatilité des marchés, en analysant la volatilité d'AXA XL. Nous avons déjà pris des actions en termes de souscription et en termes de réassurance afin d'atteindre des niveaux satisfaisants quant à nos risques et notre volatilité sur 2020. Nous n'avons aucune intention de prendre des mesures supplémentaires. Merci à vous. On est au bout de notre temps. On va encore rester quelques minutes dans la salle. Si vous avez encore des questions urgentes, on peut le faire en direct. J'aimerais vous remercier pour votre participation et certainement pour vos questions. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci.